Bonjour Raphaël. Bonjour Pascal, merci beaucoup. Alors vous êtes photographe et cinéaste franco-britannique dont le travail est distribué par l'agence Vue. À travers le portrait et l'autoportrait, vous explorez le désir, l'artifice, la beauté et la nostalgie. Vos photographies sont exposées et publiées un peu partout dans le monde. Et vous avez notamment déjà publié pas mal de publications. Et donc, on va parler en fait de ce dernier opus qui est Hollywood Nightmare. Et du coup, déjà le titre, comment vous est venu en fait, comment a démarré ce projet. Et puis un peu parler du titre aussi parce qu'il rentre en résonance en fait avec l'univers et l'ambiance photographique que vous avez mis en place. Alors, cette série de photos, donc ce sont des autoportraits. C'est une série qui est un peu comme un accident. Il y a quelques années, j'ai vécu deux expériences douloureuses en même temps. Je me suis retrouvé à travailler sur un film de cinéma français au milieu d'une équipe dont certains membres étaient assez toxiques. Et j'ai subi un harcèlement, j'ai assisté à beaucoup de drames, comme ce qui se passe derrière. Beaucoup d'injustices, beaucoup d'entre-soi, beaucoup de corruption. Et parallèlement à ça, j'ai perdu mon père de manière brutale, qui avait une démence. Et ces deux expériences se sont un peu télescopées et m'ont laissé dans un état de choc qui a duré, je dirais, au moins 3 ans. Et pendant 2 ans, j'ai fait ces autoportraits, donc tout seul, soit dans mon salon, soit dans mon studio, quand j'avais accès à un studio, qui rendent hommage à l'âge d'or d'Hollywood, enfin, en particulier aux photos, aux portraits de stars des années 30, 40, 50, notamment les Kodachrome des années 40, qui sont de rares photos couleurs des stars, en y ajoutant une touche horrifique. D'où le titre Hollywood Nightmares, qui peut-être résume la contradiction du monde du cinéma, de Hollywood qui fait rêver, et qui a cette, comment dire, dont l'élégance, dont le glamour attire tellement, et puis la face cachée du monde du cinéma, et en particulier du cinéma français, même si là j'ai utilisé Hollywood finalement pour parler du cinéma français, mais toute la partie beaucoup plus sombre et plus cauchemardesque de ce milieu. Celui-là ? 1, 2. Ouais, j'en ai pris un autre. Ouais. Vous avez 40... En gros, il y a 42 portraits qui ont été faits. Et en fait, comment vous construisez en fait scénographiquement chaque autoportrait ? Parce que c'est vraiment comme des scènes des séquences de cinéma. Oui, parfois ça ressemble à des photogrammes ou des photos de plateau. Très souvent, ça ressemble plutôt aux portraits qu'on faisait dans les studios hollywoodiens, à l'époque du cinéma classique hollywoodien. En général, je dessine mes images un peu à l'avance, ou en tout cas, j'y réfléchis beaucoup pendant à peu près une semaine. Je mets à peu près une semaine pour faire une image. Donc, entre le moment où je pense à la photo, au personnage, je regarde beaucoup de tutos sur Internet pour les perruques, pour le maquillage, parce que je travaille seul. Et je confectionne parfois les costumes, où je trouve des costumes. Quand je viens en Angleterre, il y a beaucoup de magasins de charité où on peut trouver des robes à 4 livres. Et donc ça met à peu près une semaine. Ensuite, au moment de la prise de vue, qui dure plusieurs heures, il y a tout le temps de la préparation, du maquillage, de la coiffure, tout ça. Et le temps de la prise de vue qui est très court d'ailleurs. Et là, j'utilise souvent un mannequin. Je fais la mise au point sur mon mannequin, sur les yeux du mannequin. Ensuite, je mets un bout de gaffeur au sol pour savoir où je dois me placer, pour être certain que mes yeux soient nets, si je veux que les yeux soient nets. Et comment vous avez construit ce livre ? Parce que vous avez travaillé avec une autrice dont vous aviez déjà elle avait coécrit un scénario de votre premier long métrage Fever.
Oui, alors Alice Zeniter, c'est une romancière française qui a publié récemment un livre qui s'appelle Frapper l'épopée. Et son livre, un de ses livres précédents, L'art de perdre, avait eu le Goncourt des lycéens. C'est une écrivaine brillante avec qui j'ai eu la chance de travailler déjà sur un précédent livre aux éditions du Bec en l'air aussi. Il y avait presque une dizaine d'années, à l'époque à laquelle on avait fait notre film. Et j'ai pensé à elle au moment de ce livre. Déjà parce que je la trouve brillante, mais parce que ces photos sont assez dures, sont assez chaotiques, sont chargées, ont un côté fouillis, et que moi-même j'étais dans un état fouillis, et que je me suis dit qu'elle arriverait à en parler, à parler de manière assez synthétique et poétique, peut-être, ou en tout cas littéraire, de choses qui pour moi étaient difficiles à expliquer autrement que par la photographie. Et je suis très reconnaissant à notre éditrice Fabienne Pavia, qui non seulement a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit pour accepter de montrer ce travail quand même assez intense, et qui a aussi le courage de publier un livre comme ça qui peut-être va un peu à contre-courant de ce qui se fait, et puis qui quelque part attaque aussi le monde du cinéma. Oui. Qui heureusement subit d'autres attaques aujourd'hui. Justement, je voulais savoir comment le livre se positionne vis-à-vis du mouvement MeToo et ce qui a été relevé en termes de dysfonctionnement dans l'industrie du cinéma. Alors, c'est une série très très personnelle qui est sans doute politique, mais moi j'en ai pas forcément conscience. J'ai fait ces photos pour moi en me disant que je ne les montrerai pas. C'est une fois que j'ai terminé la série, j'ai commencé à les montrer. Donc je n'ai pas voulu être dans un discours politique, j'ai surtout pas voulu être porte-parole, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent des porte-parole, surtout dans le monde du cinéma, et que justement ce qui m'a tellement heurté, moi, c'est cette contradiction entre les apparences et les discours politiques, les films engagés et ce qui se passe en coulisses. C'était justement ça, moi, qui m'avait heurté, c'était justement ce gouffre qui m'avait choqué. Quelle était votre question? J'ai oublié. Non, mais c'était ça, c'est-à-dire que quelle était sa place par rapport à ce dysfonctionnement, par rapport à ce MeToo dans le cinéma? Alors, je suis très 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 heureux de toute la libération de la parole de toutes les femmes, pas que des femmes qui travaillent dans le cinéma et pas que des actrices. Je suis très touché que les gens parlent de dysfonctionnement. Je trouve que les abus sexuels dans le cinéma, c'est sans doute le symptôme le plus triste d'un dysfonctionnement sur lequel moi je dézoome un peu. Je pense que les abus sexuels, la misogynie sont une des composantes, malheureusement, d'un système que moi que je critique à ma manière, comme je disais, de corruption, de népotisme, d'entre-soi, de gens qui se filent des subventions, qui mettent des dossiers en haut de la pile, des gens qui sont des fils d'eux, des filles d'eux, qui sont égéries à 14 ans et demi, qui font leurs films à 20 ans, et tout ça. Je trouve ça scandaleux, et je trouve que je trouve ça triste, parce que je connais tellement de réalisateurs, d'artistes talentueux qui n'arrivent pas à faire un film. Et pour moi, MeToo, c'est un des symptômes, malheureusement, un des symptômes d'un système complexe de dysfonctionnement qui est encore plus large que ça. Et en fait, quand on feuillette le livre, moi j'ai eu cette impression, parce que je fais aussi des films, que c'est une forme un peu de scénario en termes de lecture rythmique. Comment vous choisissez d'intégrer des éléments horrifiques? Est-ce que vous avez un fil conducteur, ou comment se construit en fait ces univers? Je suis heureux que vous l'ayez remarqué, parce que donc avec Fabienne Pavia et le maquettiste Dominique Herbert, l'idée c'était de créer une sorte de fracture, parce que j'étais moi-même dans cet état un peu fracturé, on va dire. Et le livre, il y a le texte d'Alice Zeniter qui est basé sur un entretien entre Alice et moi, et lui-même fracturé en deux. Donc il y a la première partie du livre, les premières pages parlent de ce qui m'est arrivé en gros sur ce tournage de film, et sur la mort de mon père, et sur ce qui a motivé la série.
on laisse le lecteur un peu en état de choc. Ensuite, il y a tout le corpus, toutes les images. Certaines sont plutôt douces, a priori, d'autres sont beaucoup plus violentes ou gore ou grotesques, comme ça, de manière beaucoup plus évidente. Et ensuite, dans la seconde partie, il y a une analyse. Donc peut-être que la narration ressemble aussi au cheminement que j'ai fait, qui est le cheminement peut-être d'un deuil, où on passe d'abord par le choc, le déni, la colère, l'amertume, vers peut-être une forme de libération, peut-être. Et à quel point ce travail d'autoportrait est-il personnel pour vous? 100% du point, je ne sais pas. Ouais. C'est très très personnel parce que je ne m'étais pas dit que j'allais montrer les images au départ, mais ça c'est le cas pour toutes les séries. Je pense que j'ai l'impression qu'on travaille bien quand on travaille pour soi et quand on ne pense pas aux autres. Quand on est égoïste dans ce sens-là et qu'on se dit je vais faire les choses pour moi, parce qu'aujourd'hui c'est très dur de ne pas se censurer, c'est très dur de ne pas se comparer aux autres photographes, aux autres réalisateurs. Et on est beaucoup à avoir adopté toutes ces voix négatives dans nos têtes qui nous disent tiens ça va offenser telle personne, tiens ça va choquer un tel, ça c'est ridicule. Et je me suis dit je veux justement je veux justement montrer ce qui n'est pas photogénique, comme l'amertume que j'ai beaucoup ressenti, le ressentiment, travailler sur la laideur, sur tout ce qui n'était pas nécessairement photogénique. Et c'est en ce sens que je n'ai pas pensé que j'allais montrer les images. Et ensuite, j'ai commencé à les montrer, et j'ai montré notamment à Fabienne, qui était intéressée par ce livre, et c'était un peu une surprise en fait. Est-ce que justement, après avoir fait ces autoportraits, est-ce qu'il y a quelque part une forme de réparation qui a démarré et aussi l'aboutissement du livre? Qu'est-ce que ça a entraîné en fait intérieurement par rapport à votre parcours? Alors une réparation, oui, je pense. Mais ça, j'ai l'impression que c'est inhérent au deuil et à mon parcours personnel. Je ne crois pas que ce soit les photos. Je ne pense pas que les photos ont des vertus thérapeutiques. Est-ce que le process même, peut-être? En tout cas, faire les photos, pour moi, je fais les photos dans la joie. C'est énormément de plaisir. C'est pour ça que j'ai fait ces images. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre, donc j'ai juste fait ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire, mais je ne pense pas que les photos m'aient aidé à aller mieux. Donc, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est les amis, c'est de lire des livres de psychologie, voir des thérapeutes. En revanche, de voir le livre et de partager les images et d'entendre les réactions des gens, ça c'est extrêmement touchant. Et puis surtout de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences similaires. Je ne m'en réjouis pas du tout, mais quelque part, on se sent moins seul. Parce que dans ces moments-là, on a l'impression d'être la seule personne au monde. Merci. Alors on va ouvrir la question au public. En fait, c'est cette image, justement, de la photo. Le choix de cette image, en fait, qui c'est, cette femme, et voilà, et la signification du feu. Alors, la photo qui brûle. Alors, j'ai d'abord fait la photo de ce personnage. C'était plus ou moins inspiré d'une session de photos avec Jean Harlow, qui était une actrice des années 30, qui est décédée assez jeune, je crois à 27 ans, peut-être un peu plus jeune, comme beaucoup d'acteurs et surtout d'actrices d'ailleurs de l'âge d'or d'Hollywood, a connu un destin assez tragique. J'ai tiré la photo et c'était la dernière image que j'ai faite de la série et j'ai décidé de la faire brûler au bord de la plage, là où j'habitais au moment où j'ai fait les photos. J'habitais en bord de mer en Angleterre. Je me suis dit c'est comme un rituel. Par ailleurs, là où j'habitais, c'était une région du Sussex qui est assez étrange et mystérieuse. C'est là qu'est mort Aleister Crowley, qui était cet occultiste, pardon, je ne sais plus le mot, occultiste, dont mon père était un grand fan et qui collectionnait ses livres. Il y a beaucoup de festivals païens dans cette région, c'est une région très étrange. Donc j'ai voulu faire comme une cérémonie, peut-être dans l'espoir de guérir, en tout cas de clore ce chapitre et de brûler cette photo et de la montrer en train de sourire. En fait, je pense que si j'ai montré ce personnage en train de sourire, c'est que je voulais surtout pas que cette série me pose en victime et que qu'on s'apitoie ou que je m'apitoie sur mon sort, même si
j'ai quand même, heureusement, à un moment eu de la compassion pour moi-même, mais je me suis dit que parfois, quand on est victime d'un système ou d'une personne abusive, on est malheureusement aussi en train de répéter un schéma. Et je me suis dit que dans la souffrance de ce personnage, en tout cas, il y avait aussi un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Ben, moi, j'ai une petite dernière question. Est-ce que ce livre-là semble créer un équilibre entre hommage et critique? Et est-ce qu'il y a un exercice de réconciliation pour vous entre admiration pour l'icône et cette dénonciation du système? Est-ce que ça a un sens? Absolument. J'ai effectivement... en fait, moi, je collectionne... Enfin, je collectionne. C'est vrai que je collectionne les livres et les photos des années 30, 40, et notamment des films américains, des films anglais, des films allemands. Donc j'ai une admiration immense en fait pour tous les photographes de cette époque et les gens qui posaient et toute la créativité dont ils faisaient preuve à l'époque pour faire ces photos. Donc ça a été d'autant plus difficile pour moi d'attaquer ces images et d'enlaidir entre guillemets ces photos qui pour moi sont ce qu'il y a de plus beau en termes de photographie. Ce sont les photos de cinéma des années 30, 40. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc ça a été très très dur. J'ai cru que je ne voudrais plus jamais faire de cinéma après ça. J'ai cru que je n'aimerais plus jamais presque la photographie puisque je les ai attaqués au point de les brûler ou de leur infliger un tas de traitements difficiles. Et finalement, c'est revenu. J'ai d'ailleurs j'ai écrit un nouveau scénario qui se trouve aussi être un hommage au cinéma, qui est un film érotique qui se passe sur un tournage de film. Donc du coup, je me suis rendu compte après l'avoir écrit qu'il y avait une réconciliation et que peut-être cette beauté que j'aime tant et finalement, malgré mes tentatives, reste inattaquable. Et c'est quoi les projets futurs? Alors, après cette série, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que mon sous-sol, là où je faisais des photos. Et j'ai redécouvert la beauté de la nature et la beauté des hommes. Et j'ai commencé à demander à des hommes dans la rue de tous les âges, de tous les horizons, s'ils voulaient poser pour un tout nouveau projet inspiré justement de la beauté. Et là, pour le coup, je reviens à une forme de beauté peut-être un peu plus classique, qui serait celle des vitraux pré-raphaélites et aussi de l'orientalisme. Donc l'idée peut-être objectifier, je sais pas comment on dit, objectifier, je ne sais plus parler français, je me vandamise à vue d'œil depuis que je vis en Angleterre, objectifier les hommes au moins durant le moment de la prise de vue. Donc c'est une série assez picturale inspirée des vitraux et de la peinture avec les hommes au centre et la nature avec beaucoup de fleurs et d'ornements. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. Merci. Et normalement, il y a une signature prévue. À quelle heure? Alors, il y avait une signature l'autre jour, mais je serai au stand du Bec en l'air, qui est là, le stand 413, et on va faire signer des livres à ceux qui veulent en acquérir un. Voilà. Je vous encourage à aller découvrir ce bel objet. Et encore merci pour ce partage. Merci Pascal.